Bien, bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être venus si nombreuses et nombreux donc pour cette conférence sur les pollinisations et les pollinisateurs. Alors, en petite référence à l'émission Sur les épaules de Darwin, et puis parce que j'aime bien toujours commencer par un peu de poésie, je vous ai mis une poésie d'Emily Dickinson au tableau qui nous dit que pour faire une prairie, il faut un trèfle et une abeille, et de la rêverie. La rêverie seule suffira si les abeilles sont rares. La rêverie seule nous suffira, mais elle ne suffira pas aux abeilles, car aux abeilles, il faut des plantes à fleurs, il faut des arbres à fleurs. Le plus ancien fossile d'abeilles connu à ce jour a été trouvé, conservé dans de l'ambre, dans le nord de la Birmanie. Il date d'environ 100 millions d'années, et on estime que les premiers pollinisateurs, les premières abeilles, seraient apparus entre 110 millions et 140 millions d'années, bien avant l'émergence des premiers êtres humains. Donc, à l'époque où les dinosaures foulaient encore le sol de la Terre, on avait déjà des premiers mutualismes entre les plantes à fleurs et les abeilles. Alors, cette espèce fait 3 mm de long, et déjà à l'époque, donc, elle pratiquait la pollinisation. La pollinisation que l'on peut définir comme étant un processus par lequel un grain de pollen est transféré des parties reproductrices mâles d'une fleur vers les parties reproductrices femelles d'une autre fleur. Cette pollinisation peut être faite de manière biotique ou abiotique. Abiotique, c'est-à-dire par le vent ou par l'eau, et biotique, ce sont par les animaux. Alors ce grain de pollen, c'est une cellule, c'est une grosse cellule qui en fait en contient deux, qui a une diversité de formes et de structures, et donc qui va être transportée par ces pollinisateurs, déposée sur le stigma des plantes et qui va germer. Il y a un tube pollinique comme ça qui va germer tout le long du style et qui va aller féconder le gamète femelle de l'ovule femelle. Alors, dans le monde, il y a environ 308 000 espèces de plantes, plus de 90% des angiospermes, des plantes à fleurs, qui sont pollinisées par environ 300 000 espèces animales. Parmi ces espèces, on va retrouver des oiseaux, comme ce colibri que vous avez ici, des chauves-souris également, des mammifères, certains reptiles, mais la majeure partie des pollinisateurs se trouve chez les insectes, et plus particulièrement chez 4 grands ordres d'insectes, les mouches, les diptères au sens large, les papillons, les lépidoptères, les scarabées, les coléoptères, et puis ceux qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui, les hyménoptères, et c'est chez les hyménoptères qu'on va retrouver les abeilles, sensu stricto. Et il y a environ 17 à 25 000 espèces d'abeilles dans le monde, et environ 970 espèces en France. Alors je dis bien environ parce qu'on est tout bonnement incapable aujourd'hui de vous dire exactement le chiffre précis du nombre d'espèces d'abeilles qu'on a en France. Tout simplement parce qu'on en découvre chaque année. Puis avec la génétique, on fait des recoupements, on se rend compte que finalement 2 espèces étaient identiques ou alors qu'au contraire, il y avait des espèces cryptiques au sein de certains genres. Et du coup, ce chiffre évolue constamment chaque année. Cette année, par exemple, on a découvert 2 nouvelles espèces de nomadas, 2 nouvelles espèces d'abeilles, dont une dans le parc national des Calanques qui n'avait jamais été encore décrite en France et qui existait en Espagne, mais qui n'avait jamais encore été décrite en France. Alors la grande question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une abeille? Alors on va d'abord définir ça ensemble. Une abeille, c'est d'abord un hyménoptère. Alors un hyménoptère, ça ressemble grosso modo à ça. Ça a 2 paires d'ailes, donc 4 ailes membraneuses qui sont couplées en vol pour donner plus de portance aux abeilles et pour leur permettre de voler sur de grandes distances. Ça a 2 yeux composés et 3 ocelles. Ça a un corps divisé en 3 parties, donc la tête, le thorax et l'abdomen. Et l'abdomen est terminé par un aiguillon pour les aculéates. On va y revenir tout de suite. Les abeilles, ce sont aussi des apocrites. Alors chez les hyménoptères, il y a 2 grands groupes, les symphytes qui n'ont pas de taille de guêpe, et les apocrites qui ont une taille de guêpe, ce rétrécissement entre le thorax et l'abdomen. Donc les abeilles sont aussi des apocrites. Et les abeilles sont aussi des aculéates, c'est-à-dire que la femelle porte un dard, qui est en fait un ovipositeur qui a été modifié en forme de dard pour transmettre du venin. Et toutes les femelles d'abeilles, toutes, je dis bien, même les bourdons, parce qu'on me dit toujours mais les bourdons piquent pas, ben si, les bourdons sont des abeilles, donc les femelles piquent. Toutes les femelles d'abeilles ont un dard, donc toutes les femelles d'abeilles piquent. Et enfin, chez les aculéates, on va se
diversifiées en 3 grandes familles, les Chrysididées, les Vespoidées et la superfamille des Apoidées, qui elles-mêmes se subdivisent en 2 catégories, les sphéciformes et les apiformes. Alors là, je vous ai perdu, mais on va résumer tout ça. Les abeilles, ce sont donc d'abord avant tout un insecte, Hyménoptère, apocrite, donc taille de guêpe, aculéate avec un dard, de la superfamille des Apoidées et apiforme. Alors là, on est chez les abeilles sensu stricto, on y est. Donc c'est là où il y a environ 970 espèces en France, toutes différentes, on va y revenir. Mais encore, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces abeilles? Pourquoi ces abeilles sont de très bons pollinisateurs? Pourquoi elles transportent une grande quantité de pollen d'une fleur vers une autre fleur? Eh bien, la première raison, c'est qu'ils ont des poils branchus. Ces poils branchus, c'est la première chose qu'on va regarder au microscope pour différencier une guêpe d'une abeille, c'est la présence de poils branchus. Ça ressemble à ça au microscope. C'est comme quand vous avez des fourches sur vos cheveux à vous, et ben en fait, ça fait des petites fourches un peu partout comme ça, sur les poils des abeilles, et ça leur permet, vous voyez, au microscope à balayage ici, d'accrocher les grains de pollen. La deuxième chose, c'est que les femelles, toutes les femelles, sauf certaines, on y reviendra plus tard, possèdent en général une structure de récolte pour le pollen, pour ramener une grande quantité de grains de pollen à leur couvain. Cette structure particulière, on l'appelle la scopa. Elle peut être à différents endroits chez les abeilles, et ça nous permet notamment de reconnaître les différentes familles d'abeilles. Alors des fois c'est sous le ventre, des fois c'est sur la patte, des fois c'est sous les aisselles, on y reviendra. Donc vous allez voir qu'il y a plein de diversité de formes de scopa qui est en fait une adaptation à la morphologie de la fleur que l'abeille préfère visiter. Elle porte généralement une langue développée et pointue. Cette langue développée et pointue, ce n'est pas pour récolter le pollen, mais c'est pour récolter le nectar, aller profondément dans les fleurs, dans les corolles des fleurs, aller chercher la substance sucrée qui vont leur donner, donc le pollen, ça va leur donner les protéines, et le nectar, ça va leur donner l'énergie, le sucre. Elles peuvent être spécialistes ou généralistes. Et oui, il y a certaines abeilles qui vont préférer, qui vont avoir une préférence pour une seule famille de plantes, on parle d'espèces oligolectiques. Et puis il y a des espèces qui vont être très généralistes et qui vont visiter toute une gamme d'espèces de plantes, et on parle d'espèces polylectiques dans ces cas-là. Et puis, j'y reviendrai plus tard, elles peuvent être terricoles, cavicoles, hélicicoles, c'est-à-dire nichées dans les coquilles d'escargots pour certaines. Et quelques espèces sont kleptoparasites. Kleptoparasites, ça veut dire coucou. Les espèces vont aller nicher dans le nid d'autres espèces et ne vont même pas récolter de pollen, elles vont laisser les autres espèces faire leur boulot, comme chez les oiseaux, exactement comme chez les oiseaux. Et pour la plupart d'entre elles, elles ne produisent pas de miel. Ça, c'est important aussi à noter. Il n'y a en fait qu'une seule espèce en Europe qui produit du miel, c'est Apis mellifera, l'abeille à miel, l'abeille domestiquée. Et la plupart produisent ce qu'on appelle des pains de pollen, ça ressemble à ça. Donc c'est une espèce de pâte mâchouillée, un mélange en fait de nectar et de pollen qui va être déposé près de la larve, et la larve va grignoter le pain de pollen pendant tout son développement. Alors une des problématiques, comme je l'ai déjà rapidement évoqué, c'est la difficulté à les reconnaître, ces abeilles. Si je vous montre ça, a priori, une guêpe, une abeille, on ne sait pas trop, ben c'est une abeille, on y reviendra. C'est une abeille justement kleptoparasite, une abeille coucou, qui a perdu secondairement ses poils, puisqu'elle n'a plus besoin de récolter du pollen, puisque ce sont les autres qui vont aller nourrir ses larves à sa place. Ça a un bourdon, c'est une mouche. Ça a une abeille sauvage, c'est un papillon. Et vous voyez que même certains journalistes se trompent. Là, c'est la une de Libération. Les abeilles sont tombées comme des mouches aux États-Unis. Manque de bol, c'est pas une abeille, c'est une mouche, effectivement. Et il y a marqué en dessous, en plus, photo d'une abeille. C'est même pas comme s'ils avaient fait exprès de faire le jeu de mots. Non, ils se sont doublement trompés. Alors en France, il y a dans le monde, il y a 9 familles d'abeilles. En France, il y en a 7. Les Dasypoda, les Mélitidées, on va y revenir. Je vais vous les passer rapidement. Là, c'est mon petit péché mignon. Je suis obligé de vous les passer toutes une par une, mais sinon, vous ne vous apercevriez pas de la diversité des abeilles qui existent. Et pour moi, c'est vraiment important de vous la montrer, cette diversité, parce que ça permet d'être plus curieux après quand on va se balader dans la nature ou même en ville. Quand on regarde les fleurs, on se rend compte que finalement, il y a plein d'abeilles qu'on pensait être des mouches ou des guêpes ou d'autres choses. Alors la première famille, la famille basale dans l'arbre des abeilles, c'est la famille des Dasypoda, qu'on appelle les abeilles à culottes.
On les appelle les abeilles à culottes parce que vous voyez, elles ont ces grosses structures, là, ces gros poils là, sur leur troisième paire de pattes. Et ces grosses structures vont leur permettre d'accumuler voilà, une grande quantité de pollen et, rapidement. Alors, il n'y a pas beaucoup d'espèces en France. Il y a en fait une seule espèce qui est très commune, c'est Dasypoda aertipes, qui est spécialisée des astéracées. Et il y a 8 espèces en France. Donc ça, vous ne les croiserez pas trop. Le deuxième groupe d'espèces, les Mélithidae. Mélithidae, des espèces très spécialistes qui vont visiter qui sont oligolectiques, donc qui vont visiter qu'une seule famille de plantes. Et ces espèces-là, donc il y en a 7 en France. Il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est Macropis europaea, parce qu'elle est spécialiste de la lysimaque. Elle ne va visiter que la lysimaque. Et vous voyez la grande quantité de grains de pollen qu'elle est capable d'accumuler, c'est parce qu'en plus de stocker du miel et du nectar et du pollen, elle va également accumuler de l'huile. Et elle va récolter l'huile sur la lysimaque, ce qui va lui permettre de paquer ces gros grains de pollen. Troisième famille, je vais un peu rapidement. Moi, c'est ma petite famille préférée, c'est la famille des andrènes. La famille des andrènes, elles ont 2 caractéristiques. Alors déjà, elles sont très nombreuses, 160 espèces environ en France. Alors, il y a 2 caractéristiques principales. Il y a une dépression à l'intérieur des yeux, là, qu'on appelle des fovéas. En fait, c'est du velours tout doux. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Vraiment, c'est vraiment très, très mignon quand on regarde ça à la loupe bino, ce petit velours à l'intérieur des yeux. Et puis, elles ont une structure de récolte du pollen qui est sous les bras. Donc, on a vraiment l'impression qu'elles ont des poils sous les bras. Donc, c'est vraiment très mignon à regarder. Et chez les andrènes, il y a ce groupe particulier qui est le groupe des Panurgus. Alors celles-là, vous êtes sûr de les voir au printemps. C'est des toutes petites abeilles. Et ces Panurgus, elles vont visiter beaucoup les astéracées. Et quand elles visitent les astéracées, on a l'impression qu'elles nagent dans les astéracées. On a l'impression qu'elles avancent comme ça. Et puis souvent, elles avancent un peu collées en plus, parce qu'elles sont. C'est la pleine période de reproduction, c'est le moment de la floraison des astéracées. Et donc elles vont comme ça vraiment avancer en nageant dans la fleur et mettre un peu du pollen partout. C'est très 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 sympa à regarder. Quatrième groupe, la famille des Halictidae, les plus petites abeilles de France, quelques millimètres seulement de long. C'est vraiment minuscule, on a l'impression que c'est des moucherons quand on les voit. Les Halictidae qui sont très nombreuses, 160 espèces en France, donc ça vraiment quand on récolte des abeilles, on va en capturer plein. Et alors là, c'est la grande difficulté, c'est les reconnaître parce qu'encore une fois, elles font que quelques millimètres. Un groupe particulier tout à fait intéressant, c'est le groupe des Cystrophages chez les Halictidae qui est spécialisé dans les convolvulacées. Et quand je vous disais que l'appareil de récolte du pollen, la scopa, était adapté à la forme de la fleur, vous voyez que l'appareil de récolte du pollen, elle est sur le bord, sur le pourtour de l'abdomen. Et tout simplement parce que quand l'abeille va visiter la convolvula, elle va rentrer dedans et puis elle va tourner dans un sens et puis elle va tourner dans l'autre. Et comme ça, en se frottant sur les étamines, elle va récolter du pollen tout autour de son abdomen. Dernière famille chez les abeilles à langue courte, les Collettidae, qui sont aussi des espèces relativement spécialistes, pas très communes, 70 espèces en France. Et puis, chez les Collettidae, on retrouve les Ilaeus, qui sont intéressantes. J'en parle toujours, les Ilaeus, parce qu'en fait, elles n'ont pas de jabot. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas stocker le nectar à l'intérieur de leur corps. Elles vont stocker le nectar au bout de leur mandibule. Elles vont accumuler une goutte, comme ça, qui par capillarité va rester au bout de leur mandibule. Et en volant, vous allez voir une abeille avec une grosse goutte de nectar au bout de son museau. Et c'est une Ilaeus. Les Megachilidae, la plus vaste famille de la faune française, famille des abeilles à langue longue, cette fois-ci, donc qui vont visiter les fleurs très tubulaires avec des grandes corolles. Alors, elles, l'organe de récolte, c'est sous l'abdomen. Sous l'abdomen, c'est la scopa, de longs poils sous l'abdomen. C'est comme ça qu'on reconnaît les femelles chez les Megachilidae. Et il y a une espèce que je mets toujours également en photo, qui est très commune dans les calanques. Vraiment, elle butine beaucoup sur le cyste, et vous la verrez si vous vous baladez un petit peu dans les calanques. C'est Rodentidium stichicum, et elle est tout à fait formidable parce qu'elle niche dans les coquilles d'escargots. Et c'est vraiment fabuleux de la voir nidifier dans les calanques. Et enfin, dernière famille, chez les abeilles à langue longue toujours, la famille des Apidae, très vaste famille, 19 genres différents. On retrouve l'Exylocopa, donc les abeilles charpentières, les abeilles très noires qui font un barouf très important quand elles volent et qui vont nidifier dans le bois mort, dans vos charpentes des maisons, c'est celle-là qui nidifie. On retrouve les Nomadas, on y reviendra, et puis on retrouve les Apidae. Et chez les Apidae, on va retrouver les Apinés, et les Apinés vont se diviser en deux tribus, les Apini et les Bombini.
Les Apini, Apis mellifera, les abeilles sociales, l'abeille à miel, celle que l'on a domestiquée, et la tribu des Bombini, la tribu des Bombus, tous les bourdons. Donc vous voyez que le groupe frère de l'abeille domestique, c'est en fait le groupe des bourdons, donc environ 50 espèces en France, 54 espèces de bourdons. Là encore, on n'a pas vraiment de chiffres, une cinquantaine d'espèces de bourdons, qui sont aussi sociaux pour la plupart. Donc là, c'est vraiment le groupe des abeilles sociales. On les retrouve chez les apidés, chez les apinés. Et chez les apidés, et j'en aurais fini avec mon petit catalogue, on trouve également donc, ces fameuses abeilles kleptoparasites, la sous-famille des nomadas. 90 espèces en France quand même hein, de nomadas. Et en plus, ce n'est pas les seuls à être kleptoparasites. Il y a chez d'autres groupes, il y a des espèces kleptoparasites. Mais bon, celles-là, c'est les plus remarquables. Elles ont vraiment un habitus de guêpe, elles ressemblent à des guêpes. Et donc, c'est celles-là qui vont aller pondre dans le nid des autres sans récolter de pollen. Elles sont très importantes pour nous parce qu'elles nous permettent de savoir si la communauté est en bonne santé. Si on a beaucoup de nomadas dans une communauté, ça veut dire que finalement les autres espèces sont suffisamment en bonne santé pour supporter des parasites. Et donc quand elles sont présentes, c'est vraiment un bon indicateur de la bonne santé d'un écosystème. Alors comme je vous l'ai dit, leur comportement est différent. Il y en a qui sont terricoles, comme cette Dasypoda, cette abeille à culotte, si vous vous souvenez bien, qui vont faire leur nid dans le sol et qui vont parfois être même grégaires. Les femelles vont nidifier toutes les unes à côté des autres. Ça, si vous voyez ça sur un chemin, vous êtes à peu près sûr que vous avez une bourgade d'alictidés qui nidifient sur votre chemin. Il y en a certaines qui vont même jusqu'à tapisser l'entrée de leur cavité d'un pétale de fleur. Alors, ce n'est pas pour attirer ni femelle ni mâle, c'est prophylactique, c'est pour se protéger contre les bactéries. Il y en a qui vont nicher dans les éboulis, dans les cailloux, d'autres dans le bois mort, et d'autres dans les coquilles d'escargot, comme je l'ai dit. Et puis, il y en a une particulière, on va quand même s'y attarder un petit peu, c'est donc Apis mellifera, une des 970 espèces d'abeilles, qui est domestiquée et qui peut faire des colonies, donc qui est eusociale vraie au sens biologique, c'est-à-dire qu'il y a une division du travail, il y a plusieurs générations qui cohabitent, il y a des castes stériles, etc., qui peut faire des colonies jusqu'à 80 000 individus, et qui en fait est domestiquée au moins depuis 4000 ans. C'est-à-dire que les premières traces de la domestication des abeilles a été trouvée sur un bas-relief dans un temple en Égypte, à Abu Ghorab. Et c'est des gravures, on a un apiculteur comme ça, et les abeilles qui sont autour, un apiculteur qui récolte le miel. Donc ça, c'est la première trace de domestication indirecte, donc environ 4500 ans en Égypte. Et la première trace de domestication directe, c'est dans la cité de Tel Rehof sur le Jourdain. Et donc là, on a carrément retrouvé des ruches encore en parfait état, une trentaine de ruches vraiment en parfait état de conservation, dans lesquelles il y avait encore des traces fossiles de miel et d'usage très important à l'époque de l'apiculture. Alors, c'était très important tout simplement parce que les momifications, notamment, l'usage de la cire était très important dans les étapes de momification, etc., etc. Donc, on a vraiment une domestication très précoce de l'abeille domestique, d'Apis mellifera. Alors, on l'a évidemment domestiqué pour le miel, mais comme je l'ai dit, pour la cire, et puis maintenant pour la gelée royale, pour la récolte des petits grains de pollen, pour la récolte, etc., etc., pour faire des bougies. Alors, ça ne vous a pas échappé, mais on va parler des choses un peu moins sympas maintenant. On est entré ce qu'on appelle dans l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire qu'on est officiellement dans une 6e crise d'extinction de la biodiversité. Et évidemment, ce déclin a évidemment touché les insectes pollinisateurs. Les abeilles se meurent aujourd'hui. Partout dans le monde, on observe un déclin de leur population, une régression de leur aire de répartition. Et on observe à côté de ça une mortalité énorme des abeilles domestiques en parallèle. Il faut voir que, par exemple, sur l'année 2016-2017, on considère qu'il y a environ un tiers des colonies d'abeilles domestiques qui a disparu aux États-Unis en un an, qui s'est effondré. Évidemment, ça touche également les abeilles sauvages. Là, je vous liste, pas la peine de lire, mais il y en a des centaines d'articles.
des articles qui s'alarment sur la perte d'abondance et de richesse spécifique des abeilles sauvages. Quand on regarde la richesse spécifique d'abeilles en Europe, ça ressemble à peu près à ça. Il y a 2000 espèces d'abeilles en Europe environ, donc 970 en France, 2000 en Europe. Et on a la plus grande richesse qui est où? Qui est en fait sur le pourtour méditerranéen. Donc on a, nous citoyens méditerranéens, une vraie responsabilité de protection de ces abeilles sauvages. Et puis, quand on superpose avec la carte des abeilles menacées, manque de bol, on est aussi dans le point chaud de l'endroit où les espèces sont les plus menacées avec les Alpes également. Alors pourquoi les abeilles se meurent? Pourquoi les abeilles régressent? Il y a évidemment plusieurs raisons. La première raison, la plus évidente, c'est évidemment le changement d'occupation des sols avec l'augmentation, l'intensification de l'agriculture, l'augmentation des superficies agricoles, l'augmentation de l'urbanisation, évidemment. Et puis, une fois qu'on a changé cette occupation du sol, on va venir changer nos pratiques. Donc, on a une zone semi-naturelle, on en fait un champ, et puis sur ce champ-là, on va venir y appliquer des intrants, donc des pesticides, des herbicides, etc., etc. Et il se trouve que, bon, je vous ai détaillé que 2 études, mais ces pesticides-là, alors je tiens particulièrement à décrire cette étude-là parce que c'est une équipe française, mon collègue Michel-Henri de l'INRA qui l'a faite, et c'est vraiment la première à avoir, c'est celle qui a lancé le moratoire sur les pesticides néonicotinoïdes en Europe, c'est cette étude qui a déclenché ça. Et donc ils avaient installé des capteurs, vous voyez, des puces RFID, sur des abeilles domestiques, et à chaque fois que l'abeille sortait, ça faisait un bip, et à chaque fois que l'abeille rentrait, la même abeille, ça faisait un autre bip pour nous dire « je suis bien rentré à la maison ». En fait, ce qu'ils ont observé, c'est une différence très importante, entre 10 et 15% de taux de retour à la ruche chez les ruches qui étaient placées à proximité de champs traités aux néonicotinoïdes par rapport à ceux qui étaient disposés à grande distance de champs traités aux néonicotinoïdes. Ce qui veut dire, alors ça ne vous paraît pas beaucoup 15%, mais en fait quand on a 15% de retour en moins, c'est-à-dire que déjà les abeilles se perdent, elles sont incapables de revenir à la ruche, donc ça nous quand même pose question sur les dommages neuronaux qui sont effectués par les néonicotinoïdes. Et puis finalement, il suffit d'avoir un peu moins de stock, un peu moins de population, et puis un hiver un peu rigoureux passe là-dessus, et c'est la colonie qui s'effondre. Il a été prouvé également la même chose sur les abeilles sauvages. Cette fois-ci, c'est une étude suédoise. Et pareil, ils ont regardé l'activité de pollinisation sur des champs traités aux néonicotinoïdes et sur des champs non traités aux néonicotinoïdes. Et on voit que la densité d'abeilles sauvages est bien plus élevée dans les champs dits contrôle que dans les champs traités avec les néonicotinoïdes. La troisième cause qui va par-dessus tout ça, c'est une fois qu'on a changé le sol, qu'on a ajouté des pesticides, et les petits habitats qui sont à côté, ils vont avoir moins de fleurs et puis ils vont avoir moins de diversité de fleurs. Et puis ça va être de la fleur plus simplifiée. Donc qui dit moins de diversité de fleurs, dit moins de diversité de nourriture et moins de potentialité pour supporter une grande communauté de pollinisateurs. À côté de ça, l'apparition de nouveaux pathogènes. Vous avez tous entendu parler du varroa destructeur, qui est la mythe des ruches, qui va aller sucer les molymphes des abeilles domestiques et qui est capable de ravager une colonie à elle toute seule. Et il y a d'autres évidemment parasites qui se sont multipliés, qui ont été introduits en Europe via les échanges commerciaux, via la mondialisation. Et puis enfin, et puis je ne vous ai même pas cité le réchauffement climatique, qui est également une autre cause, il y a d'autres espèces introduites, comme vous avez entendu parler du frelon asiatique, bien évidemment, qui se nourrit d'abeilles domestiques, mais pas que, qui se nourrit aussi très bien d'abeilles sauvages. Donc quand on prend toutes ces causes, là je vous ai rajouté ici le changement climatique, en plus ces causes, elles n'agissent pas individuellement sur les populations d'abeilles sauvages, elles agissent toutes ensemble. Et quand elles agissent toutes ensemble, il peut y avoir des synergies qui se font entre ces causes, c'est-à-dire des mécanismes qui vont faire plus que l'addition, qui vont créer des causes supplémentaires à la disparition d'insectes. Et tout ça entraîne le déclin des pollinisateurs. Et ça, on est encore relativement capable de le quantifier. Ce qu'on est moins capable de quantifier, c'est ce qui échappe, alors ça c'est une phrase très connue de Janssen, ce qui échappe finalement au regard direct, c'est la perte des interactions écologiques.
Ça, c'est un réseau d'interaction qui a été fait à l'échelle d'une ferme par un scientifique anglais qui s'est dit « Tiens, moi, je vais prendre ma ferme et puis je vais aller tous les jours regarder quels sont les pollinisateurs qui butinent mes champs, quels sont les orthoptères, enfin, quels sont les herbivores qui vont manger mes plantes. Est-ce qu'il y a des oiseaux? Est-ce que j'ai des micro-mammifères, etc., etc., etc. » Et donc, il nous fait ce réseau-là. Hein. Donc, vous voyez que ça, c'est à l'échelle d'une ferme. Hein. C'est un réseau d'interaction qui est quand même très complexe. Il faut s'imaginer qu'à chaque fois qu'un individu d'abeille disparaît, à chaque fois qu'une espèce disparaît, bah, c'est une fleur qui est moins visitée, c'est également une araignée qui a ça en moins à manger, c'est un oiseau qui a ça en moins à manger également. Et donc, tout ça, ça se répercute en chaîne évidemment sur tout l'écosystème et sur tous les compartiments de la biodiversité. Et si ça se répercute sur tous les compartiments de la biodiversité, ça se répercute in fine sur nous. Puisque plus de 75% des cultures bénéficient directement des insectes pollinisateurs. 75% de ce que l'on mange, ce qui représente 35% du tonnage mondial, parce que le tonnage comprend également le riz, le blé et le maïs qui sont pollinisés par le vent, donc qui prennent beaucoup de place dans le tonnage, mais la diversité alimentaire, c'est 75%, c'est directement pollinisé par les insectes. Le bénéfice net évalué chaque année, donc ça c'est les experts de l'IPBES qui l'ont évalué, est estimé entre 235 et 577 milliards de dollars chaque année. Alors ça ne parle pas, ce qui parle plus, c'est quand on regarde un petit déjeuner avec les abeilles et un petit déjeuner sans abeilles, forcément c'est une image qui imprime. Alors ce serait moins drôle de ne plus avoir de confiture, de miel bien évidemment, de jus d'orange, pas de café, pas de chocolat, etc., etc. En fait, quand on fait le bilan des cultures qui sont pollinisées par les insectes, on se rend compte que, vous voyez, pour toutes ces cultures-là, café, amande, framboise, kiwi, etc., etc., ben, on a un bénéfice très important de la présence d'abeilles. Vous voyez, quand c'est au-dessus de 0, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice. Quand c'est en dessous de 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice. Vous voyez qu'il y a un bénéfice très important pour toutes ces cultures de la présence d'abeilles à proximité. Et puis, ce n'est pas que pour ce que l'on mange, pas que pour la diversité de ce que l'on mange. Parce que quand on regarde dans les aliments, il y a des vitamines, il y a des sels minéraux, etc., etc. Et en fait, la contribution en vitamines de l'alimentation qui est pollinisée par les insectes, c'est crucial pour nous. Et s'il n'y a plus de pollinisateurs, on n'a plus de vitamine C, par exemple. Bah ouais. Et ça, quand même, ça fait réfléchir. Et puis, on se rend compte également que quand c'est mal pollinisé, par exemple, ça a été prouvé chez les amandes, ça a été prouvé chez les pommes, les pommes, elles sont moins sucrées, les amandes, elles ont moins de vitamines, etc., etc. Donc, même chez les plantes qui ne sont pas 100% dépendantes des insectes pollinisateurs, quand elles sont mal pollinisées, elles sont de moins bonne qualité nutritive. On se rend compte petit à petit qu'on est dans un monde qui est fini, qui n'est pas extensible tant qu'on n'a pas résolu le problème de la conquête de l'espace. Je le laisse à d'autres. On est dans un monde fini, qui n'est pas extensible de manière infinie. Et que, par contre, la croissance de la population humaine, elle continue. On est à 7 milliards d'êtres humains, plus de 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Il est estimé qu'en 2025, on sera à 8 milliards, en 2050 à 10 milliards, etc., etc. La production agricole a suivi plus ou moins, hein, parce qu'évidemment, il y a des famines, il y a une personne sur 7 qui souffre de la faim dans le monde. Mais jusqu'ici, la production agricole a relativement bien suivi, bien qu'elle stagne ces dernières années. Par contre, ça a été au prix de quoi? Ça a été au prix de l'augmentation des terres cultivées, de la superficie des terres cultivées. Et ces terres cultivées-là, elles se sont étendues, mais on ne va pas pouvoir indéfiniment les étendre non plus pour pouvoir nourrir tout le monde. Vous connaissez par cœur ces images, mais quand on voit la forêt amazonienne, avant, après, et surtout toute cette partie-là hein, qui a entièrement disparu, on se rend bien compte qu'on ne pourra pas trouver tout le temps des terres cultivables nouvelles à exploiter. Aujourd'hui, il y a environ 38% des terres qui sont occupées par l'agriculture, des terres non gelées, émergées, environ 38%. De plus, accolé à ça,
Quand on regarde l'évolution, ça c'est l'évolution des demandes pour les cultures qui nécessitent une pollinisation entomophile. C'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt des cultures vivrières, donc placées vers le maïs, le pain, le blé donc pour faire le pain, etc., etc. Et de plus en plus, il y a des demandes pour produire de l'agriculture diversifiée, donc qui a besoin de pollinisateurs sauvages pour sa reproduction. Eh bien, pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution. On n'a pas vraiment de solution. La seule solution qu'on ait aujourd'hui, c'est de faire la seule chose qu'on a toujours bien fait, c'est-à-dire de reproduire des abeilles domestiques et d'amener ces abeilles domestiques dans les champs. C'est ce les abeilles, on les domestique depuis 4000 ans. Donc, les abeilles domestiques, on sait les amener dans les champs pour la pollinisation des cultures. Le problème, c'est qu'il semblerait que le stock global d'abeilles domestiques croît plus lentement que la demande agricole de pollinisation entomophile. Aujourd'hui, on est dans un système qui marche complètement sur la tête où, par exemple, durant la floraison des amandes aux États-Unis, il y a 70%, 80% du cheptel américain qui est amené en Californie pour la pollinisation des amandes. En 2005, il n'y avait tellement pas suffisamment d'abeilles qu'ils ont affrété des cargos d'Australie pour emmener des abeilles aux États-Unis pour polliniser les cultures. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question de diversité alimentaire, c'est aussi une question de sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'un pays qui ne produit pas assez d'abeilles n'est pas autonome pour sa sécurité alimentaire. L'Argentine, qui importe par exemple beaucoup d'abeilles domestiques, si demain elle est en guerre avec je ne sais quel pays, le pays peut lui dire « je ne te fournis plus d'abeilles, tes cultures ne seront plus pollinisées ». Donc c'est aussi une question stratégique d'avoir des abeilles et de protéger ces abeilles. Et croyez pas qu'on est isolé en Europe, parce qu'en Europe, quand on regarde, donc ça c'est une carte européenne, en gros en rouge c'est quand il y a beaucoup de demandes, beaucoup de stocks. Par contre, quand c'est en jaune, c'est qu'il y a beaucoup de demandes et pas assez de stocks d'abeilles domestiques. Et vous voyez que dans toute l'île de France, là, on produit beaucoup d'oléagineux, là, du colza, etc., etc. En fait, il n'y a plus suffisamment de stocks d'abeilles et finalement, les prix montent. Les agriculteurs payent de plus en plus cher pour avoir le droit de louer des ruches qui vont polliniser les cultures. Ruches qui seront elles-mêmes fragilisées par la présence de pesticides sur les cultures, qui ne produiront pas de miel, et donc on ira acheter des nouveaux couvains chez les producteurs de rennes pour reconstruire le stock d'abeilles domestiques. On est arrivé dans un système qui marche tellement sur la tête qu'aujourd'hui on n'est plus capable d'intensifier certaines de nos cultures. C'est-à-dire que même si, quand on augmente les superficies agricoles, même quand on investit plus dans les intrants, ben sur une partie des cultures, notamment celles qui sont le plus dépendantes des insectes pollinisateurs, le melon, la pastèque, toutes les cucurbitacées. Et ben, quand on intensifie, et ben en fait, quand on intensifie comme ça, pardon, le service de pollinisation diminue parce qu'il n'y a plus d'abeilles sauvages. Et on se rend compte que les abeilles sauvages, elles sont extrêmement importantes pour la pollinisation. Il n'y a pas que les abeilles domestiques. Il faut des deux. Il faut à la fois des abeilles domestiques et à la fois des abeilles sauvages. Et quand on intensifie nos parcelles, et ben, il n'y a plus du tout d'abeilles sauvages. Et pour ces cultures qui sont très dépendantes des pollinisateurs, et ben, on n'augmente plus la production. On n'arrive plus à faire ça. Or, si on veut continuer à nourrir le monde, il va falloir doubler la production agricole d'ici 2050. Et si on continue à doubler la production agricole comme on le fait, c'est-à-dire en utilisant beaucoup d'intrants, eh ben on est à peu près sûr qu'il n'y aura plus ces abeilles sauvages. Ces abeilles sauvages, elles sont plus efficaces que les abeilles domestiques pour la reproduction des cultures. Elles sont plus efficaces, elles sont souvent en plus grand nombre quand l'écosystème est en bonne santé, et c'est elles qui sont impactées plus rapidement par les pesticides. Donc ce qu'il faut faire, c'est au contraire, c'est au contraire faire comprendre que c'est via la biodiversité, justement via la protection de la biodiversité, puisque les abeilles sauvages sont plus efficaces que les abeilles domestiques pour la reproduction des cultures, c'est via la biodiversité qu'on arrivera à augmenter la production agricole. C'est tout l'enjeu de l'agroécologie. Là, je vous ai mis un graphique qui est très parlant. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est un article qui est sorti dans Science, qui est la revue la plus renommée en sciences. Quand on publie nos résultats, c'est une des revues les plus renommées, c'est Science. Elle est sortie cette semaine dans Science. Et donc c'est vraiment, vous ne pouvez pas avoir plus récent.
Et donc c'est dans l'État de New York, ils regardent 3 cultures, donc ils regardent la pastèque, le watermelon, le cranberries et blueberries, les groseilles, je suis en mode. Le myrtille, pardon, voilà, les myrtilles, merci. Ça s'est filmé, comme ça c'est parfait. Et ce qu'on voit, alors on va prendre les 3 cultures prises en même temps. Là c'est le nombre d'espèces d'abeilles, et là c'est la production agricole. Et on voit que plus on augmente le nombre d'espèces d'abeilles présentes, plus la production augmente. C'est aussi simple que ça. Il ne suffit pas de mettre des abeilles domestiques partout, il suffit de protéger nos abeilles sauvages, puisque c'est elles qui nous garantissent une meilleure production. Et c'est à travers elles qu'on augmentera la production agricole. Je ne vais pas détailler cet article, mais c'est tout un peu le sujet de cet article-là, qui nous dit en gros, qui lance des pistes pour développer l'agroécologie. Et parmi les pistes, c'est donc protéger au maximum nos abeilles sauvages, faire des petites structures, des petites fermes, alterner les cultures. Et quand on protège les abeilles sauvages, quand on fait des petites structures et quand on alterne les cultures, et bien finalement, on augmente la production. Et on n'a pas besoin de tant de superficie que ça. On n'a pas besoin de tant de superficie que ça pour augmenter la production. Bon, néanmoins, il n'y a pas encore énormément d'études. Pour la plupart des espèces et pour la plupart des cultures, nous ne savons pas le bénéfice réel de la pollinisation. On n'est pas capable de le quantifier. On n'est pas capable non plus d'apporter des méthodes de gestion appropriées pour donner clé en main aux agriculteurs. Il vous faut telle superficie pour telle culture et vous aurez tant d'abeilles et vous pourrez miser sur une production de temps qui vous rapportera tant d'argent. C'est tout l'enjeu de l'agroécologie, augmenter la production pour nourrir les hommes tout en préservant l'environnement. Je vais aller rapidement sur la fin, j'ai encore 10 minutes. Bon, il y a quand même une prise de conscience. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez tous entendu parler que les abeilles se mouraient. Là, on est à peu près d'accord avec ça. Quand on regarde le nombre d'études qui contiennent le mot pollinisation dans la littérature scientifique, vous voyez que ça n'a cessé de croître sur les dernières années. Alors, je me suis arrêté en septembre 2016, donc il ne faut pas... En 2016, il y en a eu beaucoup plus. Quand on regarde la prise en main par la société civile, il y a eu énormément de campagnes qui ont joué leur rôle, il faut leur reconnaître cela, notamment la campagne de l'UNAF, l'abeille sentinelle de l'environnement, qui a vraiment permis d'alerter les gens, et ça depuis très longtemps, aux problématiques de la perte des abeilles. Le problème, c'est qu'en parallèle, comment dire ça, les territoires qui sont aussi disponibles pour les apiculteurs pour produire du miel, ils se sont considérablement rétrécis. Aujourd'hui, une campagne n'est plus accueillante pour un apiculteur. S'il veut produire du miel à la campagne, ce n'est plus possible dans les agrosystèmes que l'on connaît. Donc les apiculteurs, ils se sont retrouvés aussi obligés d'aller vers des milieux plus naturels et aussi d'aller vers de nouveaux habitats comme les villes. Ça a été le cas à Paris. En 2012, il y avait 300 ruches qui étaient déclarées à Paris. En 2015, 600 ruches à Paris. Des articles ont fleuri un peu partout. Les abeilles se plaisent en ville. Le nombre a continué à augmenter. 700 ruches à Paris, ça c'est une annonce de la mairie de Paris qui est tout content de nous dire ça. Aujourd'hui, on considère qu'on en est à bien plus de 1000 abeilles. Ruches, merci. Bien plus de 1000 ruches. J'avais déjà anticipé ce que j'allais dire. Or, l'abeille domestique n'est qu'une des 970 et quelques abeilles de la faune française. Et on peut se poser la question, quels sont les impacts de ces introductions d'abeilles domestiques sur les abeilles en ville? En fait, il reste des abeilles sauvages à Paris. On estime qu'il y a environ une centaine d'espèces d'abeilles à Paris. On a du mal à le croire comme ça, mais dans les parcs, dans les jardins, dans les petits pots de terre que les jardinières sur les balcons, il y a encore des abeilles qui vivent. On peut se poser la question, entre 20 et 80 000 individus par colonie, est-ce qu'elles peuvent transmettre des parasites aux abeilles sauvages? Est-ce qu'elles peuvent rentrer en compétition pour les ressources? Est-ce qu'elles peuvent favoriser certaines plantes au détriment de d'autres? Est-ce que ça ne peut pas, in fine, entraîner la fragilisation des quelques espèces qui arrivent à se maintenir encore en ville malgré tout, malgré les hommes, malgré la pollution? Donc ça, je l'ai introduit parce que c'est une des grandes thématiques de recherche actuellement. Il y a eu un autre article dans Science qui est sorti très récemment en disant que finalement, les enjeux de conservation ne se jouaient pas tant autour des abeilles domestiques que ça, qu'il fallait peut-être au contraire
continuer à faire de la recherche sur les abeilles sauvages et essayer de protéger au maximum les abeilles sauvages. Quand on regarde les résultats préliminaires des études que l'on a fait à Paris, quand on voit le nombre de ruches qui augmente, eh ben, on a une diminution du nombre d'abeilles sauvages corrélée avec cette augmentation du nombre de ruches en ville. Il y a aussi certains abus, comme des gens qui vont profiter de la pub autour du miel de béton pour le vendre relativement cher. Là, on a quand même du miel qui a atteint 207 € le kilo. Et puis finalement, est-ce que une théorie qui est très commune en écologie, qui est la théorie des biens communs, qui nous dit que si chaque propriétaire de bétail dans un champ augmente indépendamment une vache par-ci, une vache par-là, sans le dire aux autres, et bien finalement, il n'y aura plus assez d'herbe pour toutes les vaches. Et bien on se rend compte que la production de miel à Paris, elle stagne également. Alors elle diminue, stagne, bon, ça dépend des chiffres. Donc le message que je voulais passer, c'est certainement pas de lancer une pierre sur l'abeille domestique. Je pense que l'abeille domestique, tout le combat qui a été mené sur la protection de l'abeille domestique, il est ultra important, il est super vital, et c'est grâce à ça, notamment que vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est parce que vous avez en premier entendu parler du déclin des abeilles domestiques. Les abeilles domestiques sont extrêmement nécessaires à l'homme. Elles sont extrêmement nécessaires pour la pollinisation de nos cultures, elles sont extrêmement nécessaires pour la production de miel. Il faut continuer absolument à protéger les abeilles domestiques. Mais si on veut protéger la biodiversité, et souvent quand les gens veulent introduire des ruches, c'est dans le bon sens, c'est pour protéger la biodiversité. Si on veut protéger la biodiversité, il faut avant tout protéger nos habitats. Il faut réintroduire de la ressource. Il faut faire en sorte d'arrêter nos pratiques qui détruisent les écosystèmes. Aujourd'hui, la France, à ce jour, est encore le deuxième consommateur de pesticides au monde à l'hectare. Deuxième et le premier ex aequo en Europe. Si on veut sauver les abeilles, il faut, comme le dit cette maxime, il faut sauver l'habitat plutôt que rajouter des colonies d'abeilles domestiques partout. Je pense que c'est ça le message à retenir. Aujourd'hui, on est dans une crise de pollinisation vraiment très importante. Les abeilles continuent à se décliner. Et protégeons nos habitats, moins d'intrants, plus de fleurs sauvages. On arrête de tout tondre, on laisse un peu de fleurs spontanées survivre au printemps. Et c'est le meilleur geste que l'on peut faire pour les abeilles sauvages. Alors, je vous remercie de votre attention. J'attends vos questions. Je voudrais remercier tous les gens avec qui je travaille. Pourquoi ils sont censurés? Donc Florian Flachet, Lise Repars, Lucy Shure, toute la Team B, tous les stagiaires dont je n'ai pas encore les photos, mais il y en a certains qui sont là aujourd'hui, les postdocs, etc. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux au quotidien. C'est grâce à eux qu'on a ces résultats. Je vous remercie.